Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le vendredi 23 novembre 2018 et aujourd'hui c'est Black Friday, donc la fermeture de la séance américaine se fera un peu plus tôt, ça se terminera à 19h heure française, 18h GMT. Nous avons notamment aujourd'hui les indices PMI flash de la zone euro, donc les indices PMI provisoires pour le mois de novembre dans les pays membres de la zone euro. Et nous avons eu le PIB allemand qui est ressorti comme prévu en contraction de 0,2% au troisième trimestre, et ce qui fait sur un rythme annuel une hausse de 1,1%. Voilà, donc sinon pas grand chose de nouveau depuis hier. On va faire un tour d'actualité comme vous le savez, mais avant toute chose, on va commencer par l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Brice, j'espère que vous allez bien Pascal, j'espère que vous allez bien également. Bonjour à vous Barry, Brice, voilà, Frédéric, Rémi, bonjour. Très content de vous retrouver. Brigitte, bonjour. Denise, Raymond, Barry, plein d'habitués, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, voilà, son image ok, merci pour cette confirmation Brice. Barry qui me demande, alors pour le Brexit ça a l'air de s'accélérer pour le week-end et avec aujourd'hui le Black Friday, lundi pourrait-on avoir un up des indices? Oui, oui clairement là on le sait, c'est la fin de semaine, on a eu Thanksgiving hier, on a Black Friday aujourd'hui, les volumes sont relativement faibles à part en Europe où voilà ça reste élevé, mais sans les États-Unis c'est vrai que bon on n'a pas vraiment de mouvement majeur, donc voilà ça va rester calme pour cette fin de semaine comme prévu, et la semaine prochaine par contre ça devrait être on va avoir le retour finalement de Wall Street, et là par contre ça devrait être beaucoup plus volatile. Si entre la Chine et les US un accord est trouvé, alors peut-être le rallye de Noël en vue. Exactement. Je rappelle les trois catalyseurs que je vais trier par ordre, selon moi, qui auraient le plus d'impact sur les marchés, qui pourraient provoquer soit un bull market, soit à l'inverse, continuer à faire pression sur les marchés. Clairement, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ça c'est les facteurs le plus importants sur les marchés actuellement. Second point, c'est le budget italien. Le budget italien, si on a un accord, c'est un argument pour qu'il y ait un bull market. Et au contraire, si on a un conflit qui s'installe entre la Commission européenne et le gouvernement italien, dans ce cas-là, ça pourrait continuer à faire pression clairement sur les marchés européens. Et ensuite, le troisième facteur, c'est le Brexit. Brexit, si on a un accord qui est voté par les deux, par Parlement, par les deux parties, ça serait, si unanime, ça serait un argument positif pour les marchés. Et à l'inverse, si on n'a pas d'accord, si c'est par exemple l'accord est rejeté par le Parlement britannique, ce qui est très fort probable, eh bien ça serait plutôt négatif pour les marchés. Voilà, donc il y a ces trois catalyseurs qui sont les plus importants, et voilà, c'est vraiment ceux-là qui vont justifier ou non un bull market pour le mois de décembre. Voilà, alors rapide tour de l'actualité. Au niveau de l'Italie, on a l'Italie qui a redit jeudi son refus de revoir son budget de relance, mettant en défi les autorités européennes de sanctionner avant les élections parlementaires européennes de mai prochain. Par ailleurs, Paolo Savona, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est du parti de la Ligue, de l'Alliance de la Ligue du Nord, envisagerait de démissionner en signe de désaccord avec la stratégie gouvernementale visant à contester les règles budgétaires de l'UE. On n'a pas eu d'impact sur les marchés suite à cette décision, mais elle est relativement fraîche, puisqu'elle est sortie sur Reuters il y a à peine une heure, enfin sur le terminal Reuters. Donc c'est vraiment très très nouveau. Au niveau des Brexit, nous avons l'UE et le Royaume-Uni qui ont conclu un projet d'accord sur un lien post-Brexit sous la forme d'une déclaration politique. Une déclaration politique n'a aucune valeur juridique. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'avancée du Brexit, hier j'ai rédigé un article sur le Brexit que je vous invite particulièrement vraiment à le lire, puisque vous le retrouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment pour tout comprendre, tous les enjeux, ce qui reste à se négocier. Voilà, Gibraltar, l'accès au marché unique européen, la pêche. Il faut savoir qu'il y a deux accords qui sont discutés. On a un accord avec les négociateurs européens, dont le chef est Michel Barnier, et un accord sur cette fois-ci les relations économiques futures entre les deux régions, qui est quant à lui négocié par la Commission européenne, représentée par Jean-Claude Juncker. Donc tout ça, on peut être un petit peu troublé par tout ce qui se passe. Si
vous n'avez pas une idée claire de ce qui se passe au niveau du Brexit, eh bien, je vous invite vraiment à lire cet article. J'ai pris énormément de temps à faire la recherche, à le rédiger, à essayer d'être le plus clair précis, avec notamment le Parlement britannique. Voilà, j'ai regardé même la Constitution européenne. Imaginez, vous voyez, d'après l'article 50 du traité de Lisbonne, vous cliquez dessus et vous êtes sur la loi. Vous voyez l'article 50 du traité de Lisbonne. Donc voilà, j'ai pris énormément de temps. Si ça vous intéresse, voilà, si vous voulez vraiment savoir les points de blocage qui sont encore persistants, etc., eh bien, je vous invite vraiment à lire cet article qui est assez court, mais qui vous permettra de vraiment tout comprendre de ce qui se passe. Voilà. Donc, au niveau du Brexit, je reviens au niveau de l'actualité. On aurait un projet d'accord, c'est pas un accord, c'est un projet d'accord sur les liens post-Brexit. Donc, rien à voir avec les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est autre chose. Donc ça a permis un bull market du GBP hier, qui a été par la suite corrigé quelques temps après sur fond après des propos de Theresa May indiquant qu'il y avait toujours des incertitudes au niveau de Gibraltar et au niveau de la pêche des Européens dans les eaux britanniques. Voilà. Au niveau de l'affaire Khashoggi, la France a adopté hier des sanctions contre 18 ressortissants saoudiens. Au niveau de la politique américaine, on a Donald Trump qui a autorisé les soldats postés à la frontière avec le Mexique à utiliser la force létale, létale si nécessaire face à l'afflux de migrants venus d'Amérique centrale. Au niveau de la guerre commerciale, on a la Chine qui souhaite que les participants au sommet du G20 affichent leur soutien au multilatéralisme. Et enfin, concernant l'Allemagne, comme je vous l'ai dit, on a le PIB qui s'est comme prévu contracté de 0,2% au troisième trimestre, en hausse de 1,1 sur une année. Voilà, donc c'est le tout de l'actualité globalement de ce qui s'est passé hier. Donc vous voyez, hier c'était fermé aux États-Unis, on a le DXY qui a perdu un petit peu de terrain. Ce matin, on a le 10 ans américain qui est en très légère hausse. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. Le Japon, c'est férié aujourd'hui, c'est la journée du travail. Donc voilà, le Nikkei n'a pas coté. Le Yen Index progresse de 0,10% ce matin. Le Gold est en baisse. Le MSCI Emerging Pacific est dans le rouge. Et enfin, au niveau du calendrier économique, voici les principaux rendez-vous. Indice PMI, qui soit manufacturier, services composites provisoire du mois de novembre pour l'Allemagne, la zone euro, la France, ce matin. Ensuite, à 14h30, nous aurons les chiffres de l'inflation du Canada, attendu, comme vous pouvez le constater, à 2,2% sur un rythme annuel. Et ensuite, les indices PMI, cette fois-ci aux États-Unis, donc manufacturier, services, composites, les indices, bien évidemment, provisoires du mois de novembre. Voilà, donc on va passer sur les indices, même s'il y aura peu de mouvements aujourd'hui, je le répète, étant donné qu'il y a peu de volume, à part en Europe, mais bon, encore une fois, sans les États-Unis, il n'y a pas vraiment de direction. Alors le lien de l'article, voilà, je vous renvoie le lien de l'article, mon cher Pascal. Alors Pascal, très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu dans l'un de mes webinaires. Je me demandais ce qui se passait. Bien voilà, Pascal, je vous envoie le lien. Edgy, donc bonjour à vous Edgy. Un plaisir de finir la semaine avec vous. Eh bien écoutez, plaisir partagé, mon cher Edgy. Alors, les indices. Les indices, on commence par, je dirais l'Eurostock 50, donc ça ne sert à rien d'aller sur Wall Street puisque les indices n'ont pas coté hier. Vous voyez, on a eu une baisse hier, malgré notre signal du VIX. Je le sais, mais c'est normal puisque encore une fois, vu qu'il y a Thanksgiving et le Black Friday, il n'y a pas vraiment de direction. Voilà, c'est des journées clairement de transition. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Donc le signal qu'on a eu du VIX mercredi à la clôture de la séance américaine est toujours valable. Si vous avez mis un stop sous le récent plus bas, par exemple, c'est une idée, eh bien vous n'êtes toujours pas stoppé, loin de là. Donc voilà, moi je garde une perspective haussière sur les indices globalement. On est sur des supports que j'appelle de la dernière chance, c'est-à-dire que si les indices américains et les indices européens passent sous leur support d'octobre, les choses vont devenir de plus en plus compliquées pour les marchés actions. Je vous fais avoir juste une vue de moyen terme.
Pareil, j'ai écrit un article hier dessus, sur le DAX et le DO. Regardez, sur de l'hebdomadaire, d'accord? Donc là, on est sur le Dow Jones, vague 1, 2, 3, 4. Donc on est en train de faire potentiellement la dernière vague de la théorie d'Elliott, hein, de la vague des vagues d'Elliott. Donc on est dans un cycle haussier très mature. Et donc on a une divergence baissière sur l'hebdo. Et vous voyez que le support, donc là c'est les 24 256, mais c'est surtout les 23 343 sur le Dow Jones qui vont être importants. Parce que si on passe en dessous de ce seuil, on a un double top avec un objectif, les 20 000 points. Voilà. Et est-ce qu'on va avoir un rebond? Eh bien, c'est possible maintenant. Regardez, c'est pas comme ce qu'on avait en 2015-2016 ou en 2011 ou en 2009, où lorsqu'on avait eu cette baisse du prix, on a vu un rebond du momentum. Vous voyez, on avait des divergences. Or, ce n'est pas le cas actuellement. On n'a pas de divergence. Donc, pour le moment, on a une baisse du prix et on a une baisse du momentum. Donc, est-ce qu'on va avoir un rebond? C'est possible, mais pour le moment, en tout cas, on n'a pas de signaux haussiers de la part des indicateurs de momentum. Pareil pour le DAX. Le DAX est dans une étape de correction beaucoup plus avancée. On voit encore le Dow qui arrive à se maintenir au-dessus de ces voilà, qui est aux alentours de ses prix du début d'année, mais le DAX retrace. Vous voyez, il est toujours en correction. Bon, on a cet oblique support 2011-2015. Vous voyez qu'il vient chercher les 2 points bas. On est en train de tester cet oblique. On a une belle divergence baissière et comme le Dow Jones, on n'a pas de divergence actuellement, alors que ce fut le cas en 2016, en 2011 ou en 2009. Donc, est-ce qu'on va avoir le rebond? Eh bien, écoutez, c'est possible. Maintenant, pour le moment, on a et le prix et le momentum qui sont baissiers. L'objectif de cette épaule, tête, épaule, c'est les 10 000 points. Mais vu qu'on a toujours cet oblique, je dirais que c'est risqué de shorter au prix actuel. Donc, voilà, si je devais trader sur du moyen long terme, j'attendrai personnellement la clôture sous cet oblique pour entreprendre des stratégies short jusqu'à l'objectif de l'épaule tête épaule à 10 000 points. Mais l'absence de clôture sous cet oblique me semble être trop risqué pour entreprendre des positions short jusqu'à cet objectif. Voilà, donc si on regarde rapidement donc le DAX sur du long terme, donc je vais mettre en hebdo, vous voyez, on teste cet oblique support de 2011-2015. On est en train de tester cet oblique. Donc si on clôture en dessous de ce seuil, ça risque d'être extrêmement négatif parce que en plus si on clôture sous ce seuil, c'est également une clôture sous le plus bas d'octobre. Vous voyez, donc ça serait extrêmement négatif pour le DAX et clairement, il faudra viser les 10 000 points. Là, pour le moment, on est encore sur le support de la dernière chance, ce qui correspond à cet oblique, et le plus bas d'octobre, qui, comme vous pouvez le constater, est à 11 050 points. Donc 11 050, 11 000, ouais, c'est ce seuil de psychologie, ce chiffre rond, il est majeur sur le DAX. Sur le dos, donc on a un support majeur qui est le plus bas d'octobre à 24 130, mais le plus important, c'est vraiment les 23 343 qui correspond au bas de la vague 4. Parce que si on passe sous le bas de la 24, de la vague 4, on a un double top avec comme objectif les 20 000 points. Donc ça serait clairement négatif. Voilà. Et pour le S&P, je regarde rapidement, mais le S&P c'est pareil. Vous voyez, 2600 points. Si on passe sous 2600, c'est objectif jusqu'à 2553. Et si on passe sous 2553, double top, même si vous voyez que c'est pas à la même hauteur précisément, si on se met sur du mensuel, voilà, sur du mensuel, c'est à peu près la même hauteur. Donc voilà, un double top, c'est dans l'esprit. Faut pas chipoter sur quelques points près. Faut pas s'attendre à ce que les deux tops soient au pips près à la même valeur. Donc voilà, on aurait un double top validé. Si on passe sous 2553, l'objectif, eh bien, serait une baisse importante puisque vous voyez, 2553, c'est quoi? C'est 416 points de baisse. 416. Si je vais reporter, vous voyez, de vue, 416, c'est à peu près un retour à 2100. Donc voilà, ça ferait une baisse assez importante. Donc là, faut bien retenir que à moyen terme, que ce soit les indices européens ou les indices américains, eh bien, ces indices testent des supports majeurs qui correspondent au plus bas d'octobre. Si en Europe et aux États-Unis ces supports cèdent, faudra clairement entrevoir une baisse de jusqu'à 10 000 points du DAX. Le CAC 40 reviendra très probablement, vous voyez, vers les 4 600 points. Le S&P, on l'a dit, 2100.
le Dow Jones concrètement les 20 000. Donc voilà, vraiment ces plus bas d'octobre sont des supports majeurs pour du moyen et long terme. C'est ce qu'il faut comprendre. En intraday, je ne vais pas vous dire voilà d'opinion puisque il y a honnêtement il y a pas beaucoup de volatilité, donc ça va être assez ça va être un peu à l'image d'hier, donc ça va être assez en range, je pense. On va rester au-dessus des plus bas d'octobre à 4900. Concrètement 4900, je pense que ça se paye à très court terme pour aller chercher eh bien les plus hauts d'hier vers les 4980 points. Alors, bonjour Philippe. Alors, pouvez-vous donner une analyse rapide à vol d'oiseau sur Total, Sanofi, Arcelor, Kering, vu que ce sont les plus grosses pondérations, savoir si on est en zone de support. Alors, oui, bien sûr, je vais le faire. De toute façon, regardez, comme j'ai dit, hein, sur les indices, on est sur des supports majeurs. Donc, les benchmarks, que ce soit français, allemand, vous voyez, européen ou à Wall Street, on est sur des supports extrêmement importants. Si ces supports lâchent, voilà, faudra s'attendre vraiment à, eh bien, à des corrections extrêmement importantes des indices. Pensez-vous que les traders peuvent apporter un souffle d'optimisme au marché pour ne pas passer pour des lâches? Alors aujourd'hui, peu probable, la semaine prochaine, oui. Aujourd'hui, honnêtement, je m'attendrai pas à beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui on va avoir une hausse de 100 points du CAC, je pense que vous allez être déçus. Maintenant, la semaine prochaine, oui, c'est clairement possible qu'on ait un rebond des indices. Donc je vais faire rapidement un tour un tour à vol d'oiseau sur Total, Sanofi, Arcelor et Kering. Total, beaucoup affecté par la baisse des cours de pétrole, comme vous pouvez le constater. On est sur support, vous voyez 48, 50, vous voyez c'est un support psychologique. Maintenant, voilà, tant que les cours de pétrole seront baissiers, Total sera sous pression. C'est ce qu'il faut comprendre. Et là, on voit qu'on a une oblique globalement de support, bon même elle a été dépassée un petit peu, vous voyez, en août 2017, mais globalement, elle fait office de support dans ce bull market vers donc 47 euros. Au niveau de Sanofi, pareil, on a un bull market. Sanofi qui résiste assez bien finalement. Alors je connais pas les fondamentaux de Sanofi, donc je ne pourrais vous dire pourquoi Sanofi surperforme à court terme. Donc Sanofi, écoutez, c'est haussier tant qu'on est au-dessus du nuage et Kashiku également. Et bien on est dans une tendance qui est indiscutablement haussière. Au niveau de PNP, alors c'est pas Kering ensuite la plus grosse pondération, c'est LVMH qui est un plus grosse, donc je vais passer sur LVMH si vous le souhaitez au lieu de Kering. Mais concrètement BNP sur support vers 43 à 45 euros. Voilà, c'était un range auparavant. Vous voyez, ici c'était le haut d'un range, donc on pourrait avoir un rebond. Mais encore une fois, tout va dépendre du CAC. Si le CAC lâche les 4900 points, il faudra s'attendre à une baisse extrêmement importante des actions. Voilà, donc là, sur support, on voit qu'on a un rebond, que ça se paye à court terme les 43 euros. Et enfin, LVMH. Ouais, donc je fais un tour rapide puisqu'il y a il y a pas mal de choses à regarder. Hein. LVMH sur support, vous voyez le range enfin la résistance du range qui devient support. Si on casse les 255 euros, on ira très probablement chercher les 235 qui correspond au bas de ce même range et qui fut auparavant une résistance. Donc vous voyez très bien, sur les actions c'est assez clair. Hein. On a souvent des breakouts et des pullbacks. Breakout, pullback, voilà, breakout, pullback, etc., etc. Donc, sur le marché action, c'est très très clair. Hein, c'est breakout et c'est pullback. Donc là, 255 $, ça sera surveillé. En tout cas, on constate la Chikou sous le nuage qui est synonyme de tendance qui est baissière. Est-ce que cela dépend des traders pour donner un peu d'oxygène au marché où on n'a plus une incompétence ailleurs? Alors ça dépend surtout voilà, des catalyseurs qui permettraient un retour des flux sur les marchés actions. Ces catalyseurs, comme j'ai dit, c'est une évolution positive des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, un accord sur le budget italien ou un accord sur le Brexit. Ce seraient des catalyseurs qui justifieraient un retour de l'appétit pour le risque vraiment durable. Mais en l'absence de l'un de ces accords, eh bien, on n'a pas d'argument favorable à un achat des marchés actions. Voilà, alors je passe sur le Forex. Sur le Forex, on n'a pas énormément de mouvements ce matin. Vous voyez que
concrètement les mouvements sont contenus dans une fourchette, on va dire, de plus 0,08 jusqu'à moins 0,16. Le GBP qui corrige ce matin, rien d'anormal puisque hier, il a énormément progressé. C'était la devise qui surperformait le Forex et de loin. Donc c'est normal qu'on ait une correction le lendemain, comme vous le savez. Donc rien d'inquiétant sur cette baisse du GBP. Comme vous savez, moi, le GBP, actuellement, je le mets de côté puisqu'il me semble beaucoup trop incertain à trader. D'une minute à l'autre, tout peut changer au moindre commentaire de Bruxelles, de Theresa May, d'un conservateur, frondeur ou voilà X ou Y. Donc voilà, GBP personnellement, je le mets de côté et voilà. Donc on va regarder un petit peu nos indices FX. On constate que l'euro poursuit son rebond, même si voilà à court terme il s'est légèrement stoppé. On a une hausse, donc à court terme l'euro s'est haussier. L'AUD qui corrige par rapport à ses sommets. Si on passe sous cette oblique en orange, on aurait une épaule tête-épaule qui serait validée. Sans la cassure de sa ligne de coup, on ne peut parler d'une épaule tête-épaule. Vous voyez, épaule, tête, épaule. Donc voilà, faut absolument que l'AUD clôture sous cette ligne de coup pour qu'on puisse entreprendre des stratégies vendeuses sur l'AUD. Le NZD, on est peut-être en train de faire, je dirais pas un double top parce que vous voyez c'est baissier, mais en tout cas vous voyez qu'on commence à avoir une baisse du NZD. Au niveau du yen, bon le yen ne réagit pas vraiment, hein, comme vous savez, voilà, le yen il consolide depuis une semaine, même plus 2 semaines. Donc pas grand chose de nouveau sur le yen. On va faire un petit tour sur le GBP, même si voilà, je m'abstiens de donner, comment dire, regardez comment c'est volatile en 4 heures. Ouais, je m'abstiens de donner vraiment une analyse approfondie, puisque tout peut changer. Mais si on regarde sur du long terme, vous voyez cette oblique qui vient chercher les points bas de 2016, qui est étendue, et bien on a eu un rebond en 2017, enfin août 2017, août 2018, et là on est en train à nouveau de tester ce support. Donc j'ai envie de dire, si on doit se fier uniquement à l'analyse technique, dire que le GBP est sur un prix intéressant pour passer à l'achat. Encore une fois, si je me fie uniquement à l'analyse technique. On a cette oblique baissière qui pourrait être utilisée pour, comment dire, valider un rebond. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rebond, mais c'est que seulement si on clôture au-dessus de cette oblique qu'on pourrait entreprendre des stratégies acheteuses. Ça permettrait de filtrer un petit peu, de confirmer ce rebond. Voilà, donc GBP, si on doit se fier uniquement à l'analyse technique, ma perspective serait davantage à la hausse à court terme. Au niveau du franc, alors le franc, comme vous savez, il a rebondi en début de semaine, mais depuis, on va dire mercredi, on n'a pas vraiment de mouvement. Toutefois, on a eu notre signal haussier qu'on voulait, puisque déjà, on a clôturé au-dessus de cette oblique baissière en noir. On a clôturé pour la première fois depuis cette baisse au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui est en noir. Et le franc a clôturé au-dessus de la vente supérieure de Keltner. Donc, on n'a pas une poursuite de la hausse de façon, voilà, c'est pas un rallye, mais on a quand même 3 signaux haussiers en une semaine. C'est donc positif pour le franc. Le franc pourrait être une devise à payer d'un point de vue swing trading. Et enfin le dollar qui se maintient toujours dans ce canal et comme vous le savez, aussi longtemps qu'il évoluera dans ce canal, je resterai plutôt haussier sur le dollar USD. Qu'est-ce qui soutient la tendance haussière du dollar USD? Comme vous savez, c'est les incertitudes sur le budget italien avec le fameux spread BTP-Bund qui est corrélé positivement au DXY. Enfin, c'est plutôt le DXY qui est corrélé positivement au spread BTP-Bund. Ce qui veut dire que quand on a un spread BTP-Bund qui s'écarte, on a le marché qui achète du dollar et vice versa. Donc, qu'est-ce que fait le spread BTP-Bund? Eh bien, le spread BTP-Bund, vous voyez qu'il est contenu finalement. Pour le moment, il est autour des 300 points de base. Regardez cette moyenne mobile à 20 séances. Elle est à l'horizontale, à 300 points de base. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas de nouveau plus haut sur le spread, tant qu'on ne passe pas au-dessus de 340 BPS, il n'y a pas de raison de s'attendre à un bull market majeur du dollar. Mais pour autant, c'est pas une raison pour shorter, puisqu'on n'a pas de signaux baissiers sur le spread BTP-Bund. Donc voilà, moi personnellement, je m'abstiendrai de shorter le dollar aussi longtemps que ce spread sera en hausse.
et que on aura une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Enfin, le CAD qui est sorti par le bas de ce canal haussier en raison de la baisse importante des cours de pétrole qui, comme vous savez, font pression sur le dollar canadien. Et vous voyez que là, on est sous la moyenne mobile à 10 périodes, sous la moyenne mobile à 20. Voilà, c'est clairement baissier le CAD à court terme. Donc, les tendances qui me semblent un peu claires, c'est le CAD à la vente. Le franc peut s'acheter parce qu'on a des signaux aussi assez intéressants. Le dollar également, mais il faut être un peu plus patient. C'est pour plus sur du moyen terme le dollar, je dirais. Et voilà. Donc 4 CHF, 4 CHF, je pense que ça peut se shorter si on anticipe un rebond du franc et une poursuite de la baisse des cours de pétrole. Donc voilà, 4 CHF, pourquoi pas chercher à vendre cette paire jusqu'à, vous voyez, 0,74 voire même 0,7350. Si on se met sur du journalier, on voit qu'on a une MACD qui est dans le rouge et qui est même en dessous de sa ligne signal, le RSI qui est sous 50. Voilà. RSI sous 50, la moyenne mobile à 10 périodes du RSI à 44. Voilà, c'est baissier pour le moment, même si on a, vous voyez, on n'a pas vraiment de tendance puisque on a beaucoup de twists entre la span A et la span B. Donc ça, c'est signe de range. C'est signe qu'on n'a pas vraiment de tendance précise. Donc 4 CHF, je m'attendrais plutôt à une baisse jusqu'à 0,74. On a également l'USD CAD, qui poursuit sa hausse. Je rappelle l'USD CAD qui, en septembre-octobre, avait validé une épaule tête épaule inversée avec comme objectif les 1,3382. Donc cet objectif est toujours valide et je pense que ce prix actuel peut être intéressant si on s'attend à un rebond du dollar et à une baisse du dollar canadien. Baisse du dollar canadien parce qu'on a une baisse des cours de pétrole, rebond du dollar parce qu'on a toujours des incertitudes autour de l'Italie et autour des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc, USD CAD, là, on est sur un niveau de prix qui pourrait être intéressant pour passer à l'achat et viser les 1,3382 pour ceux qui n'ont pas exploité la cassure de cette épaule, tête épaule inversée. L'invalidation de cette stratégie aurait lieu en cas de passage du cours sous la bande inférieure de Keltner. Voilà. Déjà, la moyenne mobile à 20 séances qui est en noir sera un signal bearish. Alors, j'ai des questions. Pour le DAX, c'est peut-être la formation d'un bottom en H4. Alors, je vais voir ça juste après. Je vais faire un tour sur euro-dollar, USD yen, puisque je sais que c'est des paires extrêmement tradées. Et ensuite, je reviendrai sur les indices. Pardon, double bottom. Alors, je vais y revenir. Frédéric qui me demande que pensez-vous de euro par rapport à l'Italie en cette fin de semaine. Eh bien, écoutez, malgré les tensions encore vraiment présentes entre la Commission européenne et l'Italie, on n'a pas eu de baisse de l'euro. On le voit cette semaine, ça a progressé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le marché avait déjà intégré dans les prix le fait que la Commission européenne allait rejeter cette proposition du budget. Donc, on n'a pas vraiment d'escalade des tensions. Donc, l'absence d'escalade permet à l'euro de progresser. Donc voilà. Par contre, on peut imaginer que si on a la Commission européenne qui entreprend des sanctions contre l'Italie, là par contre, ça serait négatif pour l'euro. Maintenant, il faut savoir que si la Commission européenne entreprend des sanctions financières, ça prendrait plusieurs mois. Il y a encore plusieurs étapes avant que la Commission européenne puisse entreprendre des sanctions. On a notamment le sommet européen les 13 et 14 décembre, me semble-t-il, et nous avons également une commission financière en début décembre. Faudrait que je regarde mon calendrier. Voilà, de l'Europe. Donc, à mon avis, s'il y a des sanctions qui sont entreprises de la Commission européenne envers l'Italie, ça n'aura pas lieu avant le début d'année prochaine. Le comité économique et financier dispose de 2 semaines pour rendre son avis. Quel impact sur euro? Alors, impact sur l'euro.
en l'absence de comment dire de décision de la part de ce comité économique, il n'y a pas de raison de comment dire. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de raison de shorter l'euro, c'est que on va du coup se fier à l'analyse technique. Mais on va pas spéculer sur une décision du comité économique financier. Vous voyez. Par contre, l'un des facteurs qui pourrait soutenir l'euro, c'est si on a des démissions au sein du gouvernement italien. On voit qu'on a une première démission, enfin une annonce de démission de la part des sources de Reuters qui a été indiquée ce matin, de la part ce serait le ministre des Affaires étrangères. Donc, est-ce que c'est le début voyez, d'un nettoyage, j'ai envie de dire, dans le gouvernement italien? Est-ce que c'est le début, voyez, de complications au sein du gouvernement italien? Ça pourrait être un facteur positif. Parce que si on a des membres du gouvernement par exemple, Mouvement 5 étoiles ou de la Ligue du Nord qui partent et qu'on ait des personnages politiques plutôt neutres ou en tout cas, voilà, je ne dirais pas pro-européen parce que ça serait pas cohérent avec le projet du gouvernement italien, mais en tout cas qui sont beaucoup plus tempérés et qui sont beaucoup plus ouverts à des négociations. Dans ce cas-là, ça permettrait les marchés spéculeraient sur un nouveau budget italien. Donc, au niveau de ce qui va se passer dans le gouvernement italien, s'il y a des démissions, ça pourrait être clairement des catalyseurs qui justifieraient un rebond de l'euro. Donc ça, pour moi, je dirais qu'à court terme, c'est là où il y a peut-être, c'est la source de volatilité la plus importante sur l'euro. C'est s'il y a des démissions importantes au sein du gouvernement italien. Parce que là, de toute façon, d'ici 2 semaines, il n'y aura pas de nouvelles décisions de la part de Bruxelles, du comité économique et financier sur le budget italien. Vous voyez, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc, d'ici les 2 semaines, c'est peut-être des démissions au sein du gouvernement italien qui pourraient justifier un rebond de l'euro. Excusez-moi, comment l'appelez-vous? BTP Bund? Oui, c'est ça, BTP Bund. Le BTP, c'est le nom des obligations italiennes et le Bund, c'est le nom des obligations allemandes. En France, c'est le fameux OAT. Vous voyez, donc chaque pays a son nom. Au Royaume-Uni, c'est le Gilt. Aux États-Unis, c'est le T-Note. Vous voyez, au Japon, c'est le JGB, etc., etc. Alors Philippe qui me dit sur vos graphiques, j'ai pas trop compris comment vous couplez ADX et moyenne mobile. Comment choisir l'unité temps valable? Alors là, j'ai pas d'ADX ni de, si j'ai une moyenne mobile, mais j'ai pas d'ADX. Là, j'ai bien la MACD et le RSI. Donc l'ADX, là, je l'utilise pas dans mes points de marché, dans mes revues de marché. Mais simplement, je ferai un webinaire éducatif sur l'ADX. L'ADX, qu'il faut savoir, l'interprétation de base de l'ADX, c'est lorsque la valeur de l'ADX est supérieure à 20, on considère le marché en tendance. Et lorsque l'ADX est inférieur à 20, on considère le marché en range. Donc ça peut être utile pour savoir si un marché est en range ou en tendance. Si vous avez des doutes, voilà, ça peut être un indicateur utile. Maintenant, il faut savoir que l'ADX, c'est un indicateur qui est quand même particulièrement latent, c'est-à-dire que avant que l'ADX aille à 20, vous perdrez un important mouvement, un début de mouvement quand même non négligeable. Voilà. Alors, je viens sur l'euro-dollar et l'USD-yen. L'euro-dollar, à l'image un petit peu du CAC 40, des indices, il n'y a pas de mouvement depuis mercredi. Vous voyez, c'est flat. Donc là, clairement, faut pas s'attendre à un mouvement extrêmement important. Alors, on a les PMI flash qui sont publiés ce matin. Ça pourrait être une source de volatilité, mais clairement mineure. Faut pas s'attendre à une hausse ou une baisse de 100 pips. Donc là, on a un support qui correspond à la moyenne mobile à 10 et 20 périodes. Cette zone de support, c'est vers 1,1360. Donc on a potentiel baissier de 20 pips. Le potentiel haussier, c'est le plus haut d'hier, c'est 1,1430. Donc ça fait une potentiel haussier de 50 pips. Donc la borne, je dirais, c'est, si on doit utiliser point pivot, c'est ni plus ni moins que le R1 et le S1. Voilà, je pense qu'on va être contenu dans ces seuils. Si on regarde ce qui s'est passé hier, regardez, le pivot qui était ici, le R1 c'était la résistance. Vous voyez, on n'avait pas vraiment de volatilité. R1 c'était la résistance. Là, ça devrait être pareil. Le S1,
au mieux le R1. Au niveau de l'USD-Yen, alors l'USD-Yen, vous voyez que bon, on avait des signaux baissiers en début de semaine, mais on a eu un rebond. Donc voilà, il y en a peut-être qui ont décidé de shorter l'USD-Yen après la cassure à la sortie par le bas, pardon, de ce canal. Écoutez, le seuil d'invalidation pour ceux qui ont shorté l'USD-Yen, c'est clairement si on passe au-dessus de cette oblique. Si on passe au-dessus de cette oblique, il faudra clairement invalider les stratégies vendeuses de l'USD-Yen. Ça semble assez lointain, mais voilà, pour moi, c'est vraiment le seuil d'invalidation. Donc ça, je vais le mettre en tiré puisqu'on n'a que 2 points, c'est pas vraiment suffisant pour dire qu'on est dans un canal baissier. Voilà, donc l'USD-Yen, il y a encore une possibilité de baisse. Bien évidemment, si le prix clôture sous le nuage, ça serait un signal qui renforce, enfin un signal baissier vraiment important. Pour le moment, on a eu le rebond. Donc voilà, ça ne veut pas dire que faut invalider les stratégies short. Il y a encore des chances que l'USD-Yen revienne vers 110. D'ailleurs, il me semble, alors d'après les mails que j'ai reçus de plusieurs banques, je me souviens plus lesquelles, mais il y en a de plus en plus qui décident de shorter l'USD-Yen. Bon, après, ça ne veut pas dire que ces banques ont une boule de cristal non plus. Il ne faut pas imaginer que les banques comme Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. sont les maîtres du trading. Loin de là. Loin de là. Donc, il faut faire très attention aux positions des banques également. Quand vous voyez que les Morgan Stanley short la UD-USD, faut pas se précipiter sur le short à UD-USD. Voilà, donc l'USD-Yen, tout n'est pas encore fini pour les positions short. Et pour ceux qui se posent la question d'acheter l'USD-Yen, eh bien, je dirais d'attendre un signal haussier avec l'indicateur des bandes de Keltner, c'est-à-dire un rebond et une clôture au-dessus de la bande supérieure. Parce que là, on est peut-être dans une phase de transition, vous voyez. On est soit dans une phase où on est au début d'un rebond de l'USD-Yen jusqu'à 114, 71, jusqu'à ses plus hauts, ou alors on est en train de commencer une baisse. On est entre les deux, on ne sait pas réellement, pour le coup. Donc, faut être prudent. C'est là où l'art de la gestion de risque est importante. Alors, je reviens sur le DAX. On m'a parlé en H4 d'un double bottom. Oui, double bottom qu'on peut parler uniquement si on a une cassure de la ligne de coup. Comme toutes les figures chartistes, tant qu'on n'a pas une cassure de la ligne de coup, on ne peut pas dire qu'on a un double bottom. On peut dire qu'on a un double test d'un support. On ne peut pas dire qu'on a un double bottom. Donc là, on a en effet un creux. Et c'est uniquement si on clôture au-dessus, et bien finalement de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, de long terme, qu'on dirait qu'on a un double bottom. Et l'objectif serait alors une hausse assez importante quand même, puisque vous voyez, si on reporte cette hauteur, ça serait une hausse jusqu'à quand même 12 230 points à peu près. Donc ce serait quand même une hausse importante. Mais tant qu'on n'a pas le prix qui clôture au-dessus de la ligne de coup, on n'a pas de double bottom. On a simplement un double test d'un support. Souvent on dit que les cours ont intégré qu'ils sont dans l'euphorie ou le pessimisme ou l'attente. Est-ce que le RSI à lui seul suffit pour savoir dans quelle phase on est? Alors le RSI, comme tous les indicateurs, c'est des indicateurs latents puisqu'on utilise des périodes, un nombre de périodes passées. C'est pas des indicateurs leaders, c'est pas des indicateurs qui vont anticiper un mouvement. D'ailleurs, ça n'existe pas vraiment. Donc le RSI permet d'avoir une idée du momentum. Qu'est-ce que montre le RSI? Alors, je ne vais pas vous décrire la formule complète, mais en clair, le RSI, comment il est calculé? Il vient calculer les mèches haussières et les mèches baissières. Et c'est la prédominance entre les mèches baissières ou les mèches baissières qui va donner la valeur du RSI. S'il y a plus de mèches haussières, c'est-à-dire qu'on a une pression vendeuse, et donc on a un RSI qui est globalement vendeur. Si on a des mèches beaucoup plus, bullish, des mèches baissières beaucoup plus importantes, on a un momentum qui est haussier. Voilà, c'est comme ça qu'est calculé globalement le RSI.
c'est avec les mèches. Donc le RSI va vous donner une idée où et dans quelle direction va le mouvement. Alors oui, mais si on l'ajoute, cela donne quoi, s'il vous plaît, avec une moyenne mobile? Alors la moyenne mobile, pour moi, c'est un filtre de tendance. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez des signaux, imaginons la MACD, vous avez des signaux de croisement tout le temps, à la hausse ou à la baisse. Sauf qu'on le sait, il faut toujours, en tout cas, c'est fortement conseillé de trader dans le sens de la tendance. Donc, pour éviter de prendre tous les signaux de la MACD, eh bien, vous allez utiliser une moyenne mobile pour filtrer les signaux. C'est-à-dire que si vous avez le prix sous une moyenne mobile, on peut considérer que la tendance elle est baissière et donc vous allez exploiter que les signaux vendeurs de la MACD. À l'inverse, si on a le prix au-dessus d'une moyenne mobile, ça va vous indiquer que vous avez une tendance haussière et puisque vous voulez trader dans le sens de la tendance, vous allez exploiter uniquement les signaux d'achat provenant de la MACD. Voilà un petit peu comment je pense il faut utiliser une moyenne mobile, c'est pour vraiment filtrer la tendance. Ça sera également un sujet éducatif, comment filtrer la tendance avec plusieurs moyennes mobiles. Parce qu'une moyenne mobile, c'est bien, plusieurs, c'est mieux. Donc, au niveau du Forex, tout comme les marchés actions, peu de volatilité attendue, peut-être un peu plus sur le Forex tout de même. Le plus important des volumes se feront ce matin avec les indices PMI. Concrètement, sur les paires majeures, faut pas s'attendre à un dépassement du R1 ou du S1 en intraday. Le CAD qui sous-performe en swing trading. Alors bien évidemment, on a l'IPC cet après-midi, donc il faudra faire attention. Mais concrètement, tant que les cours de pétrole sont baissiers, le CAD devrait être sous pression. Je vous fais voir rapidement le CAD index. Alors je vais cacher tous les tracés et les indicateurs. Voilà, le CAD index que vous avez devant vous. Et je vais le superposer avec le Brent. Et vous voyez, vous pouvez constater que les deux sont corrélés. Alors, c'est pas le cours du Brent qui est corrélé au dollar canadien, mais c'est le dollar canadien qui est corrélé au cours du Brent. Pourquoi? Bien simplement parce que le Canada n'est pas le plus important producteur. C'est, il me semble, le top 10, le 10e plus important producteur. Mais par contre, c'est un des plus importants exportateurs. C'est un des plus importants exportateurs. Par exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est le 3e producteur mondial. Mais c'est le premier exportateur mondial. Et donc c'est pour ça que finalement le cours du Brent influence énormément le dollar canadien. Donc voilà, le CAD corrélé au Brent. Le Brent, tant qu'il sera baissier, le CAD sera sous pression. Bien, même si on a un IPC positif, on aura peut-être un mouvement en intraday qui sera haussier, mais à moyen terme, faut garder à l'esprit que aussi longtemps que le pétrole sera baissier, le CAD le sera également. Voilà, maintenant en intraday, on peut avoir des divergences, on peut avoir des corrélations qui s'inversent si on a un facteur macroéconomique positif pour le dollar canadien, par exemple. Donc voilà. Et au niveau des cours de pétrole, je vais faire un rapide point. Pétrole, vous voyez, bien qu'on soit sur support, vous voyez que la baisse continue. Hein. Le Brent qui se rapproche de, voilà, il teste au pips près le support des 61,66 $. Ça y est, il est dessus. Il est même en train de tester l'oblique, l'oblique haussière, vous voyez, le canal. Donc là, on est sur un niveau extrêmement important. Si on passe sous ce seuil, c'est concrètement bien potentiellement un retour, vous voyez ici, hein, la prochaine résistance que je constate, ça serait 58. Le support, ensuite, ce sera 44,53. Donc prochain support, 58,50. Puis, à la rigueur, 50, c'est psychologique, puis 44,53. En tout cas, comme je vous le dis depuis maintenant plusieurs semaines, tant que le cours est en dessous cette moyenne mobile en noir, cette moyenne mobile qui est à 20 séances, je resterai avec une conviction baissière pour du swing trading et du moyen terme. Ce n'est qu'en cas de clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner et au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qu'on pourrait exploiter des positions acheteuses. Maintenant, pour ceux qui souhaitent acheter des supports, d'accord, mais soyez prudents. Soyez prudents parce que c'est la contre-tendance.
voyez, on reste sous cette oblique en noir. Tant qu'on reste sous cette oblique en noir, le momentum est extrêmement baissier. Philippe qui nous dit la MACD est en lui-même correspond déjà à un croisement de moyenne mobile. Non, exactement. Exactement. La MACD correspond à le croisement d'une moyenne mobile, en fait le spread, le fameux spread, vous commencez à maîtriser, je pense, la notion de spread. La MACD, c'est quoi? On a deux courbes dans la MACD, on a la MACD et le signal. La MACD, c'est l'écart relatif, il me semble, hein, c'est relatif, ou c'est en pips? Non, c'est en pips, hein, il me semble. C'est l'écart en pips entre la moyenne mobile à 12 périodes et la moyenne mobile à 26. Et ensuite, la ligne signal de la MACD, simplement une moyenne mobile à 9 périodes de la ligne MACD. Voilà. Pourquoi alors le coupler avec une moyenne mobile? Parce que la MACD, l'indicateur MACD permet d'acheter lors des croisements de moyenne mobile, alors qu'une moyenne mobile toute seule permet d'avoir une idée de la tendance. La MACD, c'est la comparaison de deux moyennes mobiles. Lorsqu'on utilise une moyenne mobile avec le prix, c'est une moyenne mobile avec le prix. Donc c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. On a les mêmes indicateurs, mais qui sont utilisés de façon différente. Mais vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'un webinaire. Il y a beaucoup de sujets qui vont arriver. Il y a les bandes de Kettner. On a parlé du super trend. Dorénavant, il y aura également la MACD. Je vais parler des moyennes mobiles. Donc vous voyez que il y a quand même pas mal de webinaires éducatifs qui arriveront prochainement. Voilà, donc le Brent baissier. Baissier, maintenant, je suis conscient qu'on soit sur un support important, donc je prendrai pas de décision. Par exemple, voilà, on va pas s'amuser à shorter les cours de pétrole, le Brent au prix actuel, puisqu'on est sur un support extrêmement important. Maintenant, si on a le breakout, faudra envisager de shorter le Brent. Et au niveau du brut, vous voyez que le brut enfonce cette résistance top de 2017 à 55,67 $. Donc il est enfoncé. La clôture hebdomadaire a de fortes chances de se faire en dessous, à part si on a un rebond soudain de 5 ou 6%, vous voyez, de 6%. Tout est possible, mais voilà. À mon avis, la clôture hebdomadaire se fera sous 55,60 $, et donc le signal sera baissier en faveur de davantage de baisse. Le prochain support serait les 50 $, le seuil psychologique des 50. Au niveau de l'or, qui est corrélé négativement au dollar, comme vous le savez, le dollar qui peine à progresser, alors quoique ce matin, vous voyez qu'il rebondit, dollar qui est acheté, donc ça fait pression sur l'or, l'euro, les devises majeures. Donc concrètement, l'or, il se trade, on va dire, c'est assez similaire l'or à l'euro dollar d'un point de vue trading. Les deux sont extrêmement corrélés. Donc voilà, si vous voulez un indicateur, l'indicateur de tendance, de confirmation de tendance, ça va être l'eurodoll. Si par exemple le gold, vous êtes baissier sur du moyen terme, mais que l'euro, vous êtes haussier, il faut que vous ayez vos arguments. Ça arrive, ça peut arriver, mais c'est rare. Voilà, donc l'euro-dollar peut être un assez bon indicateur pour trader le gold. Et pour ceux qui veulent, voilà, comme une image vaut 1000 mots, on va se mettre sur l'euro-dollar et on va superposer avec le gold. Voilà. Pourquoi les deux sont corrélés? Alors c'est pas parce que l'euro a une influence sur le gold, mais en fait c'est parce que l'euro, tout comme le gold, sont extrêmement influencés par le dollar. Et vice versa. L'euro, s'il va bien, si la zone euro va bien, les investisseurs investissent en euros. Et les investissements se font en dollars. Vous savez, la devise internationale, la devise du commerce international, c'est le dollar. Vous voyez, par exemple, on l'a très bien vu avec l'Iran. On l'a très bien vu avec l'Iran. Les entreprises européennes qui font du commerce avec l'Iran, ils le font en dollars. Alors voilà, maintenant on a de plus en plus de pays. L'euro, c'est la deuxième devise de refuge, donc devise de refuge, pardon, devise de réserve, excusez-moi. Donc il est de plus en plus accepté dans le commerce international, mais tout de même, le dollar reste la devise du commerce international. Donc si la zone euro va bien, s'améliore plutôt, c'est mieux. Si la zone euro s'améliore d'un point de vue macroéconomique ou politiquement, eh bien, on a un achat de l'euro et donc une vente du dollar. Parce que forcément, si on achète de l'euro, on vend quelque chose d'autre. On a toujours l'achat ou la vente.
Donc, si on achète de l'euro, on vend une autre devise. Et généralement, ça se fait face au dollar. Et le yuan, même topo. Si on superpose avec le yuan, donc CNH-USD, donc c'est l'inverse de l'USD-CNH, vous voyez que ils sont corrélés. Alors le yuan, encore une fois, n'a pas d'impact, enfin, n'a pas d'impact direct sur l'euro. Mais c'est dans la même logique que la zone euro. C'est-à-dire que si la Chine va bien, si elle s'améliore d'un point de vue macroéconomique, alors on a un retour des investissements en Chine, donc de l'achat du yuan et de la vente du dollar. Et puisque la zone euro et la Chine sont les deux plus grandes puissances économiques après les États-Unis, eh bien forcément, elles ont énormément de poids sur la tendance du dollar. C'est pas comme si c'était le dollar néo-zélandais, par exemple, n'a pas de poids, enfin n'a pas vraiment de poids sur le dollar. C'est pas parce que faut que le NZD prenne plus de 1% pour qu'il y ait un impact sur l'euro-dollar. Voilà, donc en conclusion, le gold, vous pouvez vous aider de la tendance du yuan et de l'euro pour trader l'or, puisque si l'euro et le yuan sont tous les deux baissiers face au dollar, il y a de fortes chances que le gold le soit également. Donc, pour trader l'or, faut que vous ayez une idée de la tendance du yuan et de l'euro. Donc, si on se fie uniquement à l'or, puisque le DXY, vous voyez, est sur support, il y a des probabilités plus importantes de rebond, et donc l'or a des chances de se replier. Je pense que d'un point de vue risque-reward, on est davantage vers la baisse que vers le dessus. Il y a beaucoup plus de choses à faire vers la baisse que vers le haut, pour le moment, à court terme, je parle bien. Donc je ne serais pas surpris si la semaine prochaine on a un rebond du dollar, et donc une baisse de l'euro, du yuan et du gold. Et le premier objectif, ce serait le pivot hebdomadaire vers les 1214. Seuil d'invalidation des stratégies de vente de l'or ou de l'euro ou du yuan, c'est si le DXY clôture sous ce canal. S'il clôture sous ce canal, ce serait un signal baissier important du dollar et donc haussier pour l'euro, pour le gold et pour le yuan. Je me pose une question métaphysique qui est sans doute idiote. Alors non, il n'y a aucune question idiote. La métaphysique, ça me... voilà. Le cours qui est représenté sur les graphiques pro et all-time pour trader, c'est le bid, le ask ou le cours moyen. Alors c'est le bid. C'est le bid. Maintenant, vous pouvez paramétrer, il me semble, alors propriété prix. Vous voyez, voilà, appliquer le style d'affichage bid ask. Et moi, je fais jamais, pour être honnête avec vous. Hop. Bid ask. Alors je ne sais même, j'ai jamais activé jamais activé cette option. Alors faudrait que je me renseigne, mais c'est bien, il me semble, le bid. Voilà, en tout cas, c'est possible d'activer. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être qu'il y a une... Attendez, je reviens dessus. C'est regarder finalement dans les options, il doit avoir une partie d'aide, une section aide. Je pense, vous voyez, manuel d'aide. Ouais, il doit avoir quelque chose, à mon avis. Donc voilà, DXY, vraiment, que ce soit le gold, l'euro, le yuan, tout va dépendre du DXY. Si le DXY émet des signaux baissiers importants, ça suggérera un rebond majeur de l'euro, de l'or ou du yuan. Et pour qu'il y ait un rebond majeur de l'euro, du yuan ou du gold, il faudrait que soit on ait un accord sur le budget italien, soit un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, c'est ce que je pense qui permettrait de justifier un rebond majeur de l'une de ces devises et donc une baisse majeure du dollar. Parce qu'on le sait, depuis le printemps dernier, ce qui alimente le dollar, c'est pas réellement les hausses des taux de la Fed, c'est un, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et deux, les incertitudes sur le budget italien. Pour ceux qui viennent qui viennent de rejoindre ce webinaire pour la première fois, regardez le DXY, si on le superpose avec le spread BTP Bund, vous voyez que ce spread, c'est identique au DXY. Alors c'est pas le DXY qui influence le spread. Quand ce spread augmente,
C'est-à-dire qu'on a des actifs italiens qui sont vendus beaucoup plus que l'allemand. Donc on a un écart entre le rendement italien, le rendement allemand qui augmente, c'est source d'incertitude, c'est-à-dire que le marché est inquiet puisqu'il vend des actifs italiens, achète des actifs allemands, enfin quand je dis des actifs, pardon, c'est des obligations. C'est-à-dire que le marché se couvre et il vient aussi acheter du dollar, il vient vendre de l'euro. Donc c'est ce spread qui est un baromètre important du dollar ces derniers mois. Si on a un accord sur le budget, ce spread se réduira, le DXY, il y a des fortes chances qu'il chute également. Et à l'inverse, par contre, si on a des tensions, des complications entre Bruxelles et Rome sur le budget, ce spread a des chances de progresser et donc le DXY a des chances d'augmenter. Pareil pour l'USD One. L'USD One, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, on va avoir un retour des investissements en Chine. Alors les investissements ne sont pas arrêtés, mais voilà, ont diminué depuis le début des tensions commerciales. Donc si on a un accord, retour important des capitaux en Chine, ça se fera face au dollar, donc le marché va vendre du dollar et ça fera pression sur le DXY. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end également. Je vous donne rendez-vous donc lundi pour mon prochain point de marché. Alors, j'ai une dernière question, pardon. Philippe, à votre avis, est-ce que les indices européens essaient d'anticiper les variations sur les indices US ou ne font que suivre sur les devises? A-t-on un système d'anticipation? Alors, ça dépend, Philippe. Je dirais que la plupart du temps, c'est vraiment la science américaine, enfin, les indices européens répliquent ce qui s'est passé la veille aux États-Unis. Je dirais, voilà, si je devais donner une probabilité, je dirais que 60% du temps, c'est le cas. Maintenant, il y a des moments où, comme actuellement avec le budget italien, tout peut changer. Et l'Europe peut même devenir leader. C'est-à-dire que l'Europe peut entreprendre un nouveau mouvement. C'est-à-dire qu'on peut avoir Wall Street, l'Europe baissier la veille, ensuite Wall Street baissier, l'Asie baissier, et le lendemain matin, l'Europe qui est dans le vert parce qu'on a un accord sur le Brexit ou parce qu'on a une avancée positive sur le budget italien. Vous voyez, un catalyseur majeur peut changer la donne. Mais en l'absence de catalyseur majeur, je dirais que oui, l'Europe est un petit peu le follower de Wall Street. Sur les devises, a-t-on un système d'anticipation? Non. De toute façon, il n'existe aucun système pour anticiper clairement, enfin, avec vraiment, de façon extrêmement fiable, les marchés. On a des signaux, mais on n'a pas de façon d'exploiter de façon extrêmement fiable. Voilà donc pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, excellente journée, excellent week-end, et je vous dis à lundi pour mon prochain point de marché.